La cancel culture, c'est une expression qu'on entend depuis plusieurs années maintenant et qui nous touche tous de près ou de loin. Cancel culture, ou si vous préférez la culture du bannissement en français, eh bien, il y a un professeur en médias technologiques ici à l'Université de Toronto qui s'intéresse de près à cette problématique. Il s'agit du chercheur Dino Sossi. Il a publié récemment un article dans le magazine The Conversation intitulé Can you cancel? Cancel culture. Ou en français, peut-on bannir la culture du bannissement? Ma collègue Tassia Trifiati s'est entretenue avec M. Sossi. Elle lui a d'abord demandé comment la culture de l'effacement, comment il l'appelle, comment ça s'est développé. Je pense que les médias sociaux ont augmenté au cours des 10 dernières années. La cancel culture s'est développée avec les mouvements de justice sociale comme l'Arab Spring, Black Lives Matter, Occupy Wall Street et MeToo. Et je pense que aussi la pandémie a poussé de nombreuses personnes à utiliser les médias sociaux pour exprimer leur frustration et leur colère. La culture de l'effacement, like cancel culture, a explosé. Quand un groupe qui se sent opprimé ou oppressé essaie d'effacer ou d'annuler la vie professionnelle ou sociale d'une cible par utiliser les réseaux sociaux. Mais vous vous questionnez dans votre article, vous vous demandez, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, il n'y a pas d'appel, vous dites il n'y a pas d'appel dans la cancel culture. Une fois que la personne est cancellée, entre guillemets, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un peu le danger. Le problème le plus grand, c'est qu'il n'y a pas d'appel. C'est comme une cour d'opinion populaire. Ce n'est pas comme un procès légal. Je pense que ça, c'est le plus grand problème. Dans l'article, vous donnez des exemples concrets de personnes qui avaient vraiment des carrières prometteuses et que pour des erreurs qu'ils ont fait parfois des décennies auparavant, des années auparavant, leurs carrières sont détruites carrément. Vous avez donné quelques exemples concrets de journalistes, par exemple. Qu'est-ce qui vous a touché dans ces histoires-là? Je pense que l'exemple d'article qui est parfait pour un exemple de la culture de l'effacement, c'est le cas d'Alexis McCammon. Elle était une journaliste politique pour Axios. Elle a gagné un nouvel emploi, l'éditeur en chef de Teen Vogue. Mais avant de commencer ce nouvel emploi, les autres employés de Teen Vogue ont fait une plainte. McCammon a écrit des tweets racistes et homophobes. Éventuellement, McCammon a quitté ce nouvel emploi à Teen Vogue avant de commencer ce même nouvel emploi. McCammon, maintenant, a 27 ans. Elle a écrit des tweets offensés quand elle était seulement une adolescente, il y a 10 ans. Encore plus étrange, un employé de Teen Vogue qui a fait la plainte originale contre McCammon a aussi écrit un tweet raciste. C'est très étrange et très absurde. La justice sur les réseaux sociaux, une justice que les gens se font eux-mêmes, finalement. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est encore plus sévère que la justice officielle, puisque, au moins dans la justice officielle, on ne juge pas des mineurs comme on juge des adultes, par exemple? Aussi, un grand problème, c'est si vous êtes très, très jeune, s'il y a un problème avec la culture de l'effacement, il peut être un problème pour le total de votre vie. Ça, c'est très, très frustré pour moi. Je voulais revenir justement sur la question de liberté d'expression. Donc, souvent, la question de la liberté d'expression se cache un peu derrière la cancel culture parce qu'on dit, ben, j'ai le droit d'exprimer le fait que cette personne a dit des choses qui me dérangeaient. Donc, comment on utilise la cancel culture pour promouvoir ses droits à la liberté d'expression? Cancel culture peut aider les personnes marginalisées et opprimées à s'exprimer. Par exemple, si vous pouvez trouver des fins pro-sociales qui sont approuvées et populaires, par exemple George Floyd, la culture de l'effacement ou cancel culture peut avoir un impact positif. Quand est-ce que la cancel culture est
efficace et quand elle ne l'est pas, selon vous? Maintenant, c'est trop efficace. Et je pense que il y a beaucoup de problèmes mondial, mettons avec la pandémie, racisme, sexisme, homophobe, etc., etc. Et je pense que trop de personnes utilisaient la culture de l'effacement pour une solution pour trop de problèmes. Et je pense que c'est meilleur si nous parlons comme ici, un à un, face à face, en privé. Je pense que ça, c'est une meilleure moyenne pour faire des solutions des problèmes très graves. En tant que professeur en médias technologiques et chercheur aussi, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette question de la culture de l'effacement? J'étais un professeur de médias depuis presque 6 années. Et pendant cette période, je suis devenu plus et plus prudent quoi j'ai dit devant mes étudiants. Pendant cette période, je suis devenu plus et plus prudent quoi j'ai écrit sur les médias sociaux. Je pense qu'il y a un lien entre mon comportement prudent et la culture de l'effacement. Parce qu'en fait, quand on prend la parole publiquement, on a tous peur d'être effacé un peu, je pense. C'est la peur d'être effacé? Oui, c'est ça. On entendait M. Dino Sossi, professeur en médias technologiques à l'Université de Toronto, auteur de l'article, je vais bien le dire, Can we cancel the cancel culture? Peut-on bannir? Donc, la culture du bannissement, qui a paru cet article dans le magazine The Conversation. Il était au micro de ma collègue Tassia Trifiatis.